Salut à toutes et à tous et bienvenue dans les Échos du Sud-Oriental, le podcast qui plonge au cœur de l'histoire, de la politique et des cultures des sociétés d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, arabophones et non arabophones, avec un regard critique, postcolonial et décolonial, mais sans se prendre trop au sérieux. Ici, on va parler de sujets complexes, comme on le ferait autour d'un bon café ou d'un bon thé, selon vos préférences et vos goûts. Dans ce podcast, nous sommes deux. Parfois, je ferai des épisodes seuls, ou avec mon acolyte, et vice-versa, elle fera des épisodes seuls ou avec moi. Nous essaierons, notamment dans les épisodes à deux, d'avoir des invités qui pourront enrichir le débat et les discussions. D'ailleurs, si certains sont intéressés, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur nos réseaux sociaux ou sur notre boîte mail. Dans ce podcast, nous cherchons à décrypter les dynamiques qui façonnent nos sociétés entre les héritages coloniaux, les ingérences contemporaines et les luttes pour les souverainetés. Ce projet s'inscrit dans le but de créer un espace afin de penser autrement, collectivement et librement. Pour ce premier cycle de recherche, on va s'intéresser à un pays souvent présenté comme un paradoxe, le Liban. Un territoire minuscule au bord de la Méditerranée, mais au cœur des tensions régionales et internationales les plus importantes. Un pays qu'on va décrire tour à tour comme un modèle de pluralité religieuse, un État failli, ou encore, pour reprendre les mots du polémiste et politiste français Éric Zemmour, comme la pire version que la France peut atteindre si elle laisse le fameux grand remplacement arabo-musulman se faire. Mais derrière les clichés, le Liban est avant tout le produit d'une construction politique coloniale, façonnée par des rapports de domination qui n'ont jamais vraiment disparu. L'ingérence occidentale, héritière directe du mandat français, continue d'y structurer la vie politique à travers un système confessionnel pensé pour diviser, encadrer et contrôler. Notre premier projet de recherche, intitulé « L'ingérence occidentale et la reproduction du système confessionnel libanais », cherche à comprendre comment ce dispositif, né de la colonisation, perdure, sous d'autres formes, à travers des aides conditionnées, des discours néolibéraux, des alliances confessionnelles d'extrême droite, etc. Tout un ensemble de mécanismes qui en fait empêchent l'émergence d'une souveraineté réelle au Liban. Pour nous aider d'ailleurs dans ce projet, n'hésitez pas à répondre à un formulaire que vous retrouverez sur les pages de notre association ou les pages de ce podcast. Notre objectif à travers cette première série de vidéos et de recherche est de montrer que le confessionnalisme n'est pas une spécificité culturelle libanaise, mais plutôt une invention politique, une manière de gouverner la différence née d'un regard colonial et orientaliste et qui est devenu l'un des principaux facteurs et freins à l'émancipation de ce pays. Alors prenons le temps de revenir sur le passé historique afin de comprendre comment ce modèle confessionnel, façonné lors de la période mandataire, va permettre de nourrir la crise politique et sociale du pays. Alors pose-toi et bienvenue dans les Échos du Sud-Oriental, où l'on écoute, analyse et raconte autrement cette belle et riche région, détruite par les impérialismes. Commençons par le commencement. La zone de l'actuel Liban a toujours été particulière. Son relief escarpé et sa proximité avec la Méditerranée lui permettaient déjà de maintenir une certaine quasi-indépendance, même sous sujéton ottoman. Pour comprendre le Liban moderne, il faut d'abord donc revenir à cette époque ottomane où le territoire libanais, attaché à la Syrie ottomane, se caractérisait déjà par une diversité religieuse exceptionnelle, composée de 17 communautés monothéistes, dont 12 chrétiennes et 4 musulmanes et une juive. Cette pluralité confessionnelle s'illustre d'abord d'un point de vue judiciaire. Elle s'exprimait surtout dans le cadre des millets, qui garantissaient aux communautés une autonomie religieuse et judiciaire. Ainsi, le système des millets va permettre à ces communautés d'avoir une place dans la gouvernance locale, même au sein d'un empire qui exerçait un contrôle centralisé, comme avec la famille al-Sarir de Jabal Ahmed. Une famille chiite importante qui a été intégrée au système judiciaire et administratif ottoman, qui va y exercer des fonctions fiscales et administratives. Et on va retrouver ça dans tout l'actuel Liban, dans toutes les zones de l'actuel Liban, avec les grosses familles sunnites, chrétiennes, maronites, etc., qui, elles, vont en fait être responsables du système administratif et judiciaire fiscal des zones dans lesquelles ils étaient majoritaires.
Man de 1517 à 1697, puis Shehab de 1697 à 1841 vont poser les bases de l'unité territoriale et politique du Liban moderne qui va permettre de constituer une entité propre qui va servir plus tard de socle pour le Grand Liban. Deux expériences ottomanes préfigurent également dans le futur système politique et social libanais, qui sont d'abord celles du double Kaimakama, qui s'étend de 1843 à 1860, et à cette époque, le Mont Liban est divisé en deux districts. Un à majorité maronite, l'autre à majorité druze. Il y a donc un conseil mixte qui va être mis en place, composé de 6 représentants, 3 maronites et 3 druzes, qui vont superviser la gouvernance du Mont Liban. Ce système va donc combiner autonomie locale, supervision centrale, mais va pas vraiment transformer la religion et le religieux comme un instrument politique direct, mais va pourtant néanmoins poser les bases d'une organisation communautaire encadrée. C'est d'ailleurs à partir de ce moment que les tensions et persécutions latentes qui existaient déjà ont pris une forme beaucoup plus structurée et les identités religieuses vont devenir des catégories politiques officielles, rendant les conflits et persécutions beaucoup plus visibles et durables. On a un exemple avec la communauté chiite qui est majoritairement concentrée dans le sud et dans la vallée de l'Bahr et qui vont subir des persécutions religieuses et vont être contraints de fuir leur foyer à la recherche de refuges plus sûrs. L'Empire ottoman, face à la croissance de l'islam chiite, va parfois, ou plutôt souvent, exercer une répression sévère. Des centaines de milliers de chiites vont être massacrés dans différentes régions de l'Empire, notamment les Alévis en Anatolie, Turquie actuelle, les Alaouites en Syrie et les chiites de l'actuel Liban. Deux exemples concrets pour illustrer cela. D'abord, la ville de Tripoli, qui comptait autrefois une majorité chiite. De nombreux habitants chiites ont dû cacher leur appartenance religieuse, se faisant passer pour des sunnites pour éviter les persécutions, ou ont dû retrouver refuge au sud. D'ailleurs, le sud de l'actuel Liban va servir d'abri aux maronites persécutés qui ont cherché refuge auprès des populations chiites récemment déplacées dans le sud. De même avec Jézine, qui était un centre chiite important jusqu'au XVIIIe siècle, qui est aujourd'hui majoritairement chrétienne, maronite et melkite, les chiites ayant dû se retirer encore plus au sud. D'autres persécutions de la part des Ottomans vont être faites envers les communautés religieuses non conformes au projet politique ottoman, mais aussi envers les nationalistes arabes, tout aussi non conformes aux politiques ottomanes, qui étaient de toute confession, comme le rappelle la fameuse pendaison des nationalistes arabes en plein Beyrouth et Damas, le 6 mai 1918 sous les ordres de Djemal Pacha. Outre l'immigration au sein même du territoire et de la région, les persécutions et massacres vont entraîner des migrations significatives, notamment vers l'Amérique latine. De nombreuses familles libanaises, majoritairement chrétiennes, mais aussi musulmanes, vont fuir les violences et l'instabilité, émigrant majoritairement au Brésil, au Venezuela, au Mexique et en Argentine. L'année 1860 va marquer un tournant majeur. Les conflits entre les Druzes et les Maronites vont dégénérer en massacres dans le Mont Liban et la plaine environnante. Face à cette situation, les puissances occidentales, et notamment la France, vont intervenir sous le prétexte de protéger les Maronites. Paris va faire pression diplomatiquement sur l'Empire ottoman afin d'autoriser une intervention militaire limitée qui va consister à l'envoi de troupes françaises et européennes aussi afin de sécuriser certaines zones et protéger les populations chrétiennes. Cette intervention servait à la fois de justification humanitaire et de levier politique pour asseoir une influence française durable au Mont-Liban. Après les violences de 1860, les puissances européennes vont imposer la création d'un gouvernement chrétien et d'un gouverneur chrétien, donc le Mutasarrif, qui va être nommé avec l'aval de l'Empire ottoman. Ce Mutasarrif va être assisté d'un conseil de 12 membres représentant les 6 principales communautés. Le modèle va donc introduire une institutionnalisation politique du confessionnalisme où l'autonomie communautaire était encadrée par un pouvoir central et où la religion commençait à devenir un levier de pouvoir et de légitimité. Mais derrière cela se cachait surtout un enjeu stratégique. Le but, établir un contrôle sur la région et préparer les bases d'une ingénierie politique externe de la part des puissances occidentales. Cette intervention introduit progressivement un modèle institutionnel européen où les communautés religieuses n'étaient plus simplement des entités juridiques, mais plutôt des acteurs politiques instrumentalisés par les puissances étrangères. Ce tournant préfigure le confessionnalisme politique du Liban moderne, qui sera consolidé sous le mandat français après 1920.
En 1920, après la chute de l'Empire ottoman, la France obtient le mandat sur le territoire libanais, et là on va passer à un niveau supérieur. Des gestions du pluralisme religieux, mais cette fois avec une logique plus coloniale et politique. Le général Henri Gouraud va créer le Grand Liban, un territoire qui rassemble Beyrouth, Tripoli, Labaa, le Sud et d'autres régions. Pourquoi? Officiellement pour protéger les minorités chrétiennes, en particulier maronites, mais la réalité est beaucoup plus stratégique. La France cherche à se constituer un relais fiable au cœur du Proche-Orient. Ce redécoupage territorial mélange des communautés introduisant un confessionnalisme de fait, où la diversité religieuse devient un outil de contrôle politique. En 1926, la France va superviser la rédaction de la première constitution libanaise, qui sera modifiée à la suite de l'accord de Taïf en 1989. Les juridictions religieuses sont maintenues, ce qui semble respecter le pluralisme religieux, mais en réalité, ces institutions fondent l'État en communautés bien distinctes, et la politique devient dépendante du religieux et de la religion. Pour te donner une idée de cela, certains fonctionnaires racontaient qu'ils passaient plus de temps à calculer les quotas exacts par communauté qu'à gérer les affaires quotidiennes. C'est-à-dire à quel point le confessionnalisme devenait central. Le mandat ne va pas se limiter qu'à la politique, la France va s'installer dans l'éducation, la culture pour former une élite loyale à l'État mandataire. Les écoles françaises et les missions religieuses se multiplient, surtout dans les zones à forte population chrétienne. Ces institutions enseignent le français, mais aussi un modèle de pensée et d'administration à la française. Les diplômés deviennent les futurs administrateurs, enseignants et leaders politiques, souvent intégrés au réseau de l'État mandaté qui est le Liban. Sur le plan culturel et urbain, la France influence aussi l'architecture et les infrastructures. Les ports, les routes, les bâtiments publics, les écoles et universités adoptent les modèles européens, notamment à Beyrouth et à Tripoli. L'urbanisme, l'enseignement et l'architecture vont devenir des instruments de contrôle sociaux et de modernisation coloniale. Côté économie, le mandat va créer un système où les Libans dépendent de la France. Les grandes familles locales, principalement maronites, sont cooptées pour gérer le commerce, la fiscalité, les infrastructures et les juridictions. Elles deviennent des intermédiaires essentiels, consolidant leur influence tout en garantissant la dépendance économique du Liban vis-à-vis de Paris. Le mandat impose ainsi une logique de pouvoir partagée entre communautés, mais sous supervision. En résumé, sous le mandat français, le système confessionnel devient un outil institutionnel et de contrôle, l'éducation, la culture et l'urbanisme sont façonnés pour créer une élite alignée avec la France, et l'économie est orientée pour assurer une dépendance durable du pays et consolider les réseaux locaux au service de mandat même après le départ de l'État mandataire. C'est d'ailleurs à partir de cette époque du mandat français que va se poser durablement le modèle du Liban confessionnel moderne, où chaque communauté devient un acteur à la fois politique, mais aussi un instrument de contrôle, et où la souveraineté du pays est déjà structurée par les intérêts d'une puissance autre. Le Liban mandataire est un État où la diversité est organisée, surveillée et instrumentalisée, et où l'influence française touche chaque dimension de la vie politique et publique. Nous allons avancer un peu dans le temps et arriver à 1943. Le Liban proclame son indépendance. Sur le papier, c'est la fin du mandat français, c'est la promesse d'un État libre, moderne, multiconfessionnel. Mais en réalité, ce n'est pas une fin, c'est une continuité. Le mandat s'en va, mais le système reste. Il est juste repris en main par les élites locales, celles-là même qui avaient appris à gouverner dans le cadre du mandat français. Le fameux pacte national libanais, souvent présenté comme l'accord fondateur du Liban moderne, n'a rien d'un texte de libération, c'est un compromis oral entre notables, pas un contrat social. D'un côté, Bchar al-Khouri, président maronite, représentant des élites chrétiennes proches de la France. De l'autre, nous avons Riyad al-Solh, premier ministre sunnite, héritier d'une tradition nationaliste arabe modérée. Les deux vont s'accorder sur une formule devenue mythique. Ni Occident, ni Orient. Mais derrière ce slogan d'équilibre ou d'équilibriste, on retrouve toutes les logiques du mandat. Les postes sont distribués selon la religion, les institutions reposent sur la représentation communautaire et le pouvoir reste concentré dans les mains des mêmes familles.
Le président doit être maronite, le premier ministre sunnite, le président du parlement chiite, et le parlement est partagé selon des quotas confessionnels figés. Résultat, on ne parle pas d'un peuple libanais unique, mais d'une mosaïque de communautés reliées entre elles par un équilibre fragile, presque artificiel. Ce système va empêcher toute réelle construction nationale. Parce que lorsqu'on construit un État sur la base des communautés, en donnant à une communauté en particulier le lead, tu construis un état de dépendance où chaque groupe finit par chercher un appui extérieur pour sécuriser sa position. Ce déséquilibre va exploser au fil des décennies. Les inégalités économiques s'aggravent, les régions périphériques, surtout le sud, sont laissées à l'abandon. Pendant ce temps, nous avons Beyrouth qui devient une vitrine libérale ouverte au capital étranger et aux capitaux étrangers, et où les élites commerçantes et bancaires profitent du système. Et c'est là où on aura ce fameux surnom de la Suisse du Moyen-Orient pour le Liban. Le Liban vit donc dans une illusion de stabilité, mais sous la surface, tout craque. Et va arriver 1975. Ce qu'on appelle la guerre civile n'est pas une fatalité ni un accident. C'est le résultat direct de ce système confessionnel nationalisé, hérité du mandat de l'époque ottomane. La fracture entre communautés, entretenue par les élites et alimentée par les puissances étrangères, finit par exploser. Les Palestiniens réfugiés après 1948, l'OLP de Yasser Arafat, la polarisation entre les camps pro-arabes et pro-occidentaux, la montée des tensions sociales, tout ça, ça crée un cocktail explosif. Et dans tout ce chaos, Israël joue sa carte. À partir des années 70, Tel Aviv va soutenir plusieurs milices chrétiennes d'extrême droite, les phalangistes, puis les forces libanaises, pour contrer l'influence palestinienne et affaiblir les mouvements arabistes, anti-occident ou de gauche. Plus tard, Israël va appuyer même la création de l'armée du Liban Sud de Saad Haddad, l'ALS, une milice collaboratrice installée sur la zone frontalière occupée du Liban. Ces alliances montrent donc à quel point le système libanais pensé pour être pluraliste et représenter toute sa mosaïque confessionnelle est devenu une architecture de manipulation. Le système confessionnel devient une arme géopolitique, et c'est exactement ça le cœur du problème. Le confessionnalisme n'est pas une simple organisation communautaire, c'est une stratégie coloniale internalisée, reproduite par des élites locales et exploitée par les puissances étrangères. Alors oui, le Liban est indépendant sur le papier, mais sa souveraineté, elle, reste inachevée, éclatée, constamment négociée. Et cette fragilité, elle ne disparaîtra pas. On la retrouve encore aujourd'hui, dans la dépendance économique, dans les blocages politiques, dans la capacité à réformer sans reproduire les mêmes équilibres communautaires. Le Liban est un laboratoire postcolonial où la diversité a été transformée en un instrument de domination. Et c'est précisément là que se joue tout l'enjeu de notre recherche. Parce qu'au fond, la question n'est pas seulement de savoir comment le Liban a été fragmenté, mais pourquoi ce modèle s'est imposé et surtout, pourquoi il persiste. Le système confessionnel est une technologie politique pensée, testée et exportée par des puissances qui souhaitent maintenir l'ordre sans armée. Et le Liban, depuis un siècle, en est devenu le terrain d'expérimentation privilégié. Quand on parle aujourd'hui de crise libanaise, on oublie souvent que cette crise, elle ne date pas d'hier. Elle est structurelle, elle traverse l'économie, l'éducation, le juridique, la politique étrangère, elle se manifeste dans chaque blocage institutionnel, chaque explosion de colère populaire. Et c'est justement tout le sens de notre démarche, remettre ces dynamiques dans le temps long, relire les faits politiques à la lumière des rapports de domination, et redonner la parole à celles et ceux qui ont été exclus des récits officiels, les classes populaires, les régions marginalisées, les exilés, les gardiens et gardiennes de la dignité souvent oubliés, marginalisés et mis sous silence. Alors oui, cette série d'articles et de podcasts, c'est pas juste un projet académique. C'est une tentative de désoccidentaliser la lecture et la vision qu'on peut avoir du Liban et de la région en général. Le but dans ce premier projet est de montrer que derrière le pays du Cèdre, il y a une réalité beaucoup plus dure, faite d'ingérence, de calcul et de résistance et de lutte quotidienne. Le Liban n'est pas seulement le produit d'une histoire coloniale, il est aussi le miroir d'un monde arabe morcelé, où la souveraineté reste un combat, où chaque génération tente, à sa manière, de reprendre la main sur son destin.
épisode de cette série, on plongera au cœur de la guerre civile, dans ses lignes de front, ses alliances, ses fractures, et surtout dans la manière dont cette guerre a redéfini le rapport du Liban dans la région et l'Occident. Parce que comprendre le passé ici, ce n'est pas pour commémorer, mais pour déconstruire. Et dans un pays où tout récit est politique, produire une autre mémoire, c'est déjà une forme de lutte contre les impérialismes.